Bonjour, nous sommes le samedi 12 juin 2021 et aujourd'hui je ferai une vidéo que j'appellerai, comme je le faisais autrefois, le temps qu'il fait le 12 juin 2021. J'en ai fait, je crois que c'est à peu près 500 avec ce titre-là. Je faisais un point de l'actualité tous les vendredis et du coup il y avait de l'actualité du monde, internationale, nationale, régionale, locale et plus mes nouvelles à moi. Après, j'ai fait des choses de plus en plus thématiques sur des événements particuliers et en particulier sur les aventures de monsieur Trump, mais aussi bon, pas mal d'autres choses, finance, récemment mathématiques, psychanalyse et ainsi de suite, des choses qui m'intéressent et qui me concernent. Et là, la raison pour laquelle je vais faire quelque chose en vrac, c'est parce que je n'ai pas fait de vidéo depuis un moment, et ça c'est parce que j'ai pris des vacances. Voilà. Ça m'arrive pas souvent. Si vous me connaissez un peu, vous savez que ça ne m'arrive vraiment pas souvent. La dernière fois que j'ai pris des vacances, c'est en septembre de l'année dernière, et c'était au même endroit où je me suis rendu cette fois-ci. C'est dans la famille, mais c'est une famille qui vient des Pays-Bas et qui a voilà, qui a une maison en Dordogne, et c'est là que je suis allé. J'ai fait une petite vidéo d'ailleurs sur les abeilles, les abeilles de Dordogne. Euh, Ça me permet de reparler un peu, une fois par an ou deux fois par an, ça me permet de parler le hollandais et ne parler que ça, sauf aux visiteurs de l'extérieur, sauf les gens dans les magasins et dans les restaurants. Euh, Actualité internationale, je vais parler et nationale, je vais parler de la France et je vais parler des États-Unis, et ensuite je vais faire un petit point là, sur mon actualité personnelle. Euh, Ça va pas bien, ça va pas bien, nulle part, ça va pas bien nulle part, euh, sauf peut-être partiellement aux États-Unis, partiellement parce que M. Biden a fait un programme des choses qu'il faudrait faire. Voilà. Donc ça a surpris parce que c'est un truc, bon, on appelle ça de gauche et c'est de gauche. Il a pas, il y a ce qu'on appelle un coup rampant là-bas, un coup d'État rampant, c'est-à-dire que les partisans de Trump continuent en fait leur offensive en arrière-plan avec cette idée en particulier qu'en août, un jour du mois d'août, Trump reprendra son pouvoir, celui dont il dispose selon lui légitimement, selon lui et tous les gens de son parti aussi, du moins au niveau du Sénat et du Congrès, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale. Il y a un coup larvé qui est en train d'avoir lieu au niveau des États. Les États qui sont à dominante républicaine introduisent des cliquets. On a parlé beaucoup de cliquets sur mon blog à propos de l'Europe. L'Europe est très forte à ça. Faire des structures qui empêchent les retours en arrière. On prend des mesures de droite et dès que c'est une mesure de droite qui est passée, on la visse, on met des écrous, on empêche qu'on puisse la supprimer par la suite. Et en particulier, les mesures de droite, je l'ai toujours souligné, demandent une majorité simple, et les mesures de gauche demandent une majorité qualifiée, souvent des deux tiers. Pourquoi est-ce qu'ils arrivent à faire ça? C'est parce que les mesures de la droite, elles les présentent toujours comme purement techniques. C'est pas politique, c'est purement technique. Voilà. Alors donc c'est le bon sens. Être de droite, c'est le bon sens, et toutes les propositions de droite sont des propositions rationnelles et de bon sens, et donc elles ne demandent qu'une majorité, voilà, une majorité de 50% et plus. Tandis que ce que propose la gauche est idéologique, voilà, c'est du n'importe quoi. Donc là, il faut au moins qu'il y ait deux tiers des gens qui soient d'accord. Et aux États-Unis, on s'aperçoit que c'est la même chose. C'est la même chose. Et alors, qu'est-ce que les démocrates essaient de faire? De voter pour que ce qui exige des votes des deux tiers deviennent des votes à une simple majorité de 50%. Mais bien sûr, pour faire voter ça, il faut des majorités de deux tiers, et donc on ne les a pas. Et donc c'est un cercle vicieux. Euh,
Biden essaye de faire passer un certain nombre de choses et c'est saboté. Et il y a d'ailleurs eu, voilà, il y a un traître dans le Parti démocrate qui dit non, 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 non. Enfin bon, voilà. Donc il y a un homme du Parti républicain, au moins un, dans le Parti démocrate qui est en train de rendre tout impossible sur les infrastructures, sur toutes les mesures de gauche, etc. Je ne sais pas comment ils vont s'en dépatouiller. Comment dire, c'est la fragilité des démocraties devant des stratégies de type fasciste, proto-fasciste. C'est que les démocraties ne sont pas nécessairement bien préparées à ça. Elles ne peuvent pas y réagir comme il faudrait. En plus, Trump est arrivé à mettre des juges à peu près partout qui sont des militants d'extrême droite et qui permettent voilà, de continuer donc son programme, en fait, de manière larvée, son programme fasciste. J'appelle ça parfois le retour de la guerre de sécession, deuxième version, et c'est ça aussi, ça coïncide. En fait, on pourrait faire une analyse de l'Amérique des années 1850 en termes de fascisme et de on n'employait pas encore le terme, mais on aurait pu. Les États confédérés prenaient le fascisme avec des formes, voilà, des formes avancées, comme l'esclavage. Bon, c'est pas l'extermination, c'est l'esclavage, mais enfin tout ça appartient, je dirais, au même arsenal d'extrême droite, de l'intolérance, de la petite variété, voilà. Il y a un modèle de ce qu'on doit être. Et puis les autres, il faut les éliminer. Et voilà, je termine toujours quand je parle des États-Unis en disant tout ça n'est pas loin, tout ça n'est pas dans un monde qui nous est étranger. Pardon. En général, c'est un monde qui préfigure simplement par 5 ou 10 ans ce qui va se passer chez nous, et ça simplement parce que ce sont encore des Européens particulièrement agressifs qui ont fait les États-Unis d'Amérique aux dépens de pas mal d'autres personnes et qui sont très représentatifs de la manière dont les Européens pensent avec vu le dynamisme un peu d'avance. Alors ça nous amène en Europe et en France. Et là, j'ai réagi à un article du Monde sur Éric Zemmour. Et j'y ai réagi en allant exhumer quelque chose qui n'est pas très très vieux, ça date de 2016. C'est un compte-rendu d'Éric Zemmour d'un de mes livres, le livre qui s'appelle Le dernier qui s'en va, éteint la lumière. Et c'est un compte-rendu que j'ai apprécié. Il n'est pas d'accord avec moi, bon, je dirais heureusement, mais c'est dit avec de bons arguments, c'est dit intelligemment, ce sont des vraies objections, c'est pas du n'importe quoi, c'est pas du remplissage, ce sont des choses qui méritent d'être débattues. Et dans cet article du Monde, on disait la chose suivante, Madame Le Pen a réagi en disant oui, Monsieur Zemmour, c'est de la distraction, il pourrait obtenir 3% des voix en France aux élections présidentielles. Madame Le Pen, vous vous trompez souvent, et là c'est une occasion de plus. J'ai des voisins, je regarde autour de moi, je rencontre des gens, je parle à des gens. Madame Le Pen, la France en ce moment est zémourienne. Il y a une majorité de gens qui pensent comme Monsieur Zemmour. Alors est-ce que c'est une bonne chose de mon point de vue? Non. On me dit oui, mais enfin bon, c'est des idées à la Trump. Non, on ne sait pas. Non, ça peut se ressembler un petit peu comme à une époque, où le Front National voilà, me demandait de collaborer. Il y a des choses qui peuvent être les mêmes. Mais je ne sais plus qui disait, ah oui, c'est Lacan, il disait ça à propos d'un de ses collègues, je ne sais plus lequel, il disait, je crois que c'était Laplanche, il disait, mais vous comprenez bien que quand Laplanche et moi disons la même chose, ça ne peut en aucun cas signifier la même chose, en fait, du point de vue du fond. Monsieur Zemmour a une majorité des gens en France en ce moment qui pensent comme lui.
Et c'est un homme intelligent, il défend bien ses idées, il a de bons arguments, c'est pas du n'importe quoi. Et c'est ça que je voulais rappeler en mettant sa critique de mon livre. J'ai jamais eu l'occasion de lui parler. La seule interaction entre nous, à ma connaissance, c'est justement ce compte-rendu de lui d'un de mes livres. Mais en remettant ça voilà, à l'avant, en avant sur mon blog, j'ai voulu insister sur le fait il faut attaquer les idées de M. Zemmour, et encore pas toutes. Il faut attaquer les idées de M. Zemmour sur le plan des idées. C'est-à-dire, il faut réfuter un certain nombre de choses. Et un certain nombre de choses qu'il dit sont tout à fait réfutables, parce qu'il n'a pas d'excellents arguments sur tout. Il en a sur pas mal de choses, mais il faut le contrer là où il se trompe. Alors, le problème, c'est de trouver une occasion de l'affronter. Moi, vous le savez, j'ai un autre candidat que je soutiendrai à la présidentielle sans pouvoir voter pour lui, vu ma nationalité belge, malgré la présence considérable de Jorion, comme vous avez pu le voir sur une carte récemment. Les Jorions les Jorions ignorent les frontières, ils se trouvent des deux côtés de la frontière franco-belge, essentiellement dans le département du Nord et dans le Hainaut en Belgique. Mais je me sens quand même autorisé à dire ce que je pense, bien que je sois né de l'autre côté d'Outre-Quiévrain. Je fais partie des Jorions d'Outre-Quiévrain. Monsieur Zemmour, il faut répondre. Il faut répondre à ce qu'il dit, et il faut le faire de manière systématiquement et de la manière dont il le fait, c'est-à-dire une manière qui n'est pas de la vitupération, qui n'est pas des cris et de la provocation inutile, et c'est d'autant plus convaincant. Donc il faut réfuter ça. Comment faire? On dépend. Moi, personnellement, je dépends du fait qu'on m'invite quelque part et qu'on me dise venez débattre avec Monsieur Zemmour. Je n'ai pas la possibilité. Moi, j'ai pas le bras long. J'ai pas d'amis ici et là qui pourraient faire ça. Et la plupart des gens n'aimeraient pas. Je dirais au niveau des gens qui prennent des décisions d'interview et de trucs comme ça, la plupart n'aimeraient pas sans doute un débat Zemmour-Jorion. Et pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles nous serions d'accord. Et que là, ça ferait deux personnes qui auraient de bons arguments pour soutenir ces idées, qui ne seront pas nécessairement celles des gens qui financent les chaînes de télévision et les organes de presse, ou qui ont le bras long suffisamment pour pour ce qui est des chaînes publiques, ils puissent aussi avoir un droit de regard sur ce qui se dit et sur ce qui se voit. Enfin, bon, donc ça dépend pas de moi, je ne vais pas insister. Quand on m'invite, ça me fait plaisir. Les 10 jours que j'ai passés, enfin, c'est les 8 jours que j'ai passés en Dordogne, je les ai passés à préparer soigneusement mon intervention au Sénat. C'était quoi? C'était avant-hier. J'ai voulu faire un petit geste, je dirais, comment dire, d'anthropologue, un petit geste d'anthropologue sur cette question qui venait de se poser des symboles et des institutions. Alors, les anthropologues, je veux dire, s'il n'y avait pas les institutions, s'il n'y avait pas les symboles, ils n'auraient pas grand-chose. Il n'y aurait pas grand-chose dont ils devraient parler. Donc, par respect pour leur objet, les anthropologues respectent les institutions. Voilà, ils trouvent que c'est bien, les fanfares, les défilés, pas quand c'est guerrier et agressif, mais tout ce qui est de la manifestation, de la liesse populaire, de l'expression des institutions, ils sont pour. Ils sont aussi contre donc le fait qu'on gifle un chef d'État. Et c'est pour ça que j'avais tenu à mettre un veston et une cravate pour que je respecte l'institution du Sénat. Alors on m'avait demandé de faire
C'est l'étiquette toujours d'anthropologue qui fait qu'on dit, en espérant que vous parlerez des monnaies locales et, voilà, et des crypto-monnaies et du troc. Euh, Ça intéresse, effectivement, tout ça intéresse les anthropologues, mais vous le savez, en plus d'être anthropologue, je suis un spécialiste pointu de la finance. Et quand on me demande de parler de la dette publique et de la gauche vis-à-vis de la dette publique, euh, c'est pas le, c'est pas la personne qui décrit volontiers le troc qui va intervenir, c'est la personne qui peut situer la question de la dette publique dans un cadre cohérent de théorie financière qui ne correspond pas nécessairement à ce qu'on trouve dans les journaux euh, et dans les livres, et qui correspond davantage à ce qu'on dit entre banquiers derrière les murs des banques, et plus encore quelques idées personnelles que j'ai mises au point grâce à au bon travail fait précédemment par Aristote et par les découvertes, les observations que j'ai pu faire sur le terrain en Bretagne et en Afrique. Voilà. Alors, je termine encore par quelques notes d'ordre personnel, de mon actualité personnelle. Vous avez vu, je fais en feuilleton, je fais trois choses en feuilleton. Je fais un roman que j'ai écrit en fait essentiellement, c'est un récit que j'ai écrit essentiellement en 2003. Juste avant, c'est des choses que j'ai écrites juste avant ce qui deviendrait euh, mes vacances à Morobé, le petit livre que vous avez l'amitié de beaucoup aimer. Et c'est bien entendu dans la même veine, je n'ai pas changé de style entre le début de l'année 2003 et le milieu de l'année 2003. Et je reprends tout ça voilà, dans une perspective d'écriture. Ça va finir par faire un livre, on doit être à peu près, je dirais, à 40% à la moitié là. Il y a un autre livre que je fais, c'est une espèce de gros traité d'anthropologie. Et là, vous voyez, je rassemble des choses, des leçons que j'ai données récemment, des leçons que j'ai données autrefois, des articles que j'ai publiés ici et là. Euh, Tout ça, je rassemble. Ça va être un grand panorama théorique sur l'anthropologie, sur la discipline en tant que telle. Et le dernier élément, voilà, là aussi, que je vous propose en feuilleton, c'est cette autobiographie que M. Pierre Nora m'avait demandé pour la collection Témoins chez Gallimard et que je fais à, petit à petit, très petit à petit. Je vous ai quand même présenté déjà la partie sur ma vie dans l'île de Watt, à l'époque où j'étais donc un jeune pêcheur qui observait aussi les choses en anthropologue. Je vous ai parlé également voilà, de mes 10 ans passés à l'université de Cambridge, d'abord en tant qu'étudiant et ensuite en tant que jeune professeur. Et là, je suis en train de terminer la partie sur l'Afrique des travaux que j'ai faits pour les Nations Unies, en particulier pour la FAO, là-bas sur le terrain. Par ailleurs, voilà, je vais terminer par ça. Une petite note sur mon activité de psychanalyste. J'ai fait ça toujours, enfin depuis, je sais pas, 15 ans, je fais ça occasionnellement. Là, il s'est fait que la question s'est posée de faire une psychanalyse en distanciel. Et j'ai résolu la question simplement parce qu'il y a eu, c'était il y a quelques mois, il y a eu un appel au secours. Il y avait danger de mort d'homme. Et j'ai dit oui, on va essayer, on va voir ce qu'on peut faire. Alors ça s'est bien résolu, mais du coup j'en ai tiré la conclusion que la psychanalyse finalement en distanciel, ça peut très 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 bien se faire. Et depuis, j'ai 3 personnes en plus, donc ça fait 4. J'ai une expérience maintenant de 4 analysants en distanciel, et je peux dire que ça marche, que ça marche. Et là, voilà, je termine par une toute petite remarque. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Ça donne d'abord des choses que la psychanalyse peut résoudre. Et ça, c'est formidable. Ça marche.
ça marche très très bien. Moi, j'avais beaucoup de doutes au départ, parce que j'avais eu un très mauvais psychanalyste qui est un type qui ronflait quand je causais. Et ça m'avait d'ailleurs convaincu que ça ne servait absolument à rien, que c'était du bavardage, etc. Et puis j'ai eu un excellent psychanalyste par la suite, Philippe Julien, et là, j'ai compris que non, monsieur Sigmund Freud avait touché du dur, il y avait quelque chose qui marchait là. Et j'en ai la confirmation tous les jours ces jours-ci. Alors, il y a deux choses qui résistent à la psychanalyse, mais ce n'est pas les gens, c'est pas les gens. Et j'ai déjà fait allusion, je vais continuer à en parler parce que c'est intéressant. D'abord, il y a le destin de l'être humain. Il y a le destin de l'être humain. Si votre problème fondamental, c'est simple, c'est le fait que les êtres humains soient bisexués, qu'il y a des hommes et des femmes, qu'on va mourir un jour et qu'on est né un jour auparavant, que la gravité s'exerce et que donc les choses qu'on lâche peuvent tomber par terre. Si c'est ça votre problème, la psychanalyse ne pourra pas le résoudre. La solution, comme Nietzsche l'avait déjà observé, la solution là, enfin le discours qu'on peut tenir, il se trouve à un endroit bien particulier. Il a été écrit par messieurs Échille, Sophocle et Euripide. Ils nous ont bien expliqué, dans le cadre de la tragédie grecque, ce que c'était que le sort de l'homme, les contradictions, il fallait défendre sa famille, mais il fallait défendre l'État aussi, Antigone, qu'on pouvait délibérément ou accidentellement coucher avec sa mère et que ça, c'était pas une bonne chose et que ça provoquerait des catastrophes, etc. Tout ça, ça a été expliqué, décrit dans la tragédie grecque, et plus quelques dramaturges plus récents. Monsieur Shakespeare a ajouté 10%, et puis des gens encore plus récents qui ont rajouté quelques petites choses. Mais là, la psychanalyse ne vous aidera pas, c'est le donner. Et puis la dernière chose qui résiste aussi à l'analyse, ce sont les inégalités sociales. Elles sont là, et dans nos sociétés, et ça c'est impardonnable, et ça c'est ça qu'on peut reprocher par exemple au président de la République en ce moment en France. Ce sont ces tentatives, je dirais vraiment perverses, de reprocher aux gens individuellement les inégalités sociales quand eux en sont la victime, en disant oui, mais c'est un effort insuffisant que vous faites, il faut traverser la rue, les opportunités sont là, le problème important c'est de responsabiliser les gens. Commençons par responsabiliser au sommet. C'est là que les responsabilités ont le plus de conséquences. Mais la responsabilité de gérer les 20 euros dont vous disposez par jour, cette responsabilité-là, messieurs, dames, au sommet, ayez la décence de ne pas en parler. D'abord, vous n'avez rien à en dire. D'abord, vous ne savez même pas de quoi il s'agit. Alors taisez-vous là-dessus. Et adopter une autre attitude. Et ça fera que les idées d'extrême droite trouveront moins un terreau favorable si vous commencez à dire des choses raisonnables, si vous commencez à ne pas supprimer des impôts sur la fortune. Il faudrait les multiplier par 10 et pas les supprimer, et des choses de cet ordre-là. Si on veut revenir dans un cadre qui soit vivable pour la quasi-totalité des gens. Je dis quasi-totalité parce qu'il y a encore des malheurs individuels d'un autre type. Voilà un parcours du général au particulier, et je reviendrai sans doute sur de nombreux de ces points à titre individuel. Voilà, allez, passez un bon week-end.